Margaret Foster, à ses 68 ans, mène une vie humble et paisible. Récemment, elle a fait face à la perte douloureuse de sa fille et de son gendre dans un tragique accident. Depuis, elle s'est entièrement consacrée à la prise en charge de son petit-fils adoré, qu'elle aimait tant. Cependant, sa routine a été brusquement interrompue lorsque des agents du service de protection de l'enfance sont arrivés chez elle. Ils prétendaient que Margaret, en raison de son âge et de ses ressources financières, n'était pas en mesure de s'occuper de l'enfant. Le cœur lourd, elle a vu son petit-fils être emmené. Au tribunal, lorsque le garçon a parlé de sa grand-mère, tout le monde a été stupéfait. Les Foster étaient une famille unique, vivant une vie hors du commun dans la petite et pittoresque ville de Reykjavik, en Islande. Cette région, connue pour ses montagnes majestueuses, était non seulement le foyer de la famille, mais aussi la source de leur subsistance et de leur passion. Les Foster et leur fils de 6 ans partageaient un amour profond pour les aventures en plein air. Les parents, guides de montagne expérimentés, emmenèrent des groupes de touristes, venus des 4 coins du monde, explorer les beautés naturelles de cette partie peu connue du pays. Ils se spécialisaient dans la présentation des panoramas les plus spectaculaires aux visiteurs et les guidaient sur des sentiers nocturnes à la recherche de l'aurora borealis éblouissante. Lors de ces voyages, adultes et enfants s'émerveillaient également devant le spectacle naturel. Certains touristes étaient tellement touchés qu'ils s'agenouillaient pour observer le ciel dansant, tandis que d'autres pleuraient de gratitude. Pour le couple Foster, offrir de telles expériences aux visiteurs apportait un sentiment d'accomplissement qui surpassait tout gain financier. Cependant, la profession qu'ils avaient choisie comportait des risques significatifs. Chaque sentier emprunté comportait une liste de dangers possibles, tels que des conditions météorologiques extrêmes, des terrains accidentés sur la glace et le risque d'eau géothermique. Malgré les dangers, la passion et le respect qu'ils avaient pour la nature et leur métier les guidaient dans chaque aventure. Par une belle après-midi ensoleillée, bien que le thermomètre n'indiquât que 2 degrés Celsius, le couple de guides conduisait un groupe touristique sur les sentiers d'une montagne. Lors de la randonnée, un incident imprévu s'est produit. Un des touristes, par un moment d'inattention, a eu un accident, se fracturant apparemment la cheville. Incapable de marcher, il avait besoin d'une aide immédiate. Le couple a rapidement décidé de rester aux côtés du touriste blessé, attendant l'arrivée des secours, tandis que le reste du groupe continuait la descente avec l'assistance d'un autre guide. En attendant, les 60 premières minutes semblaient une éternité. La température commença à chuter drastiquement, aggravée par un vent glacial, qui réduisait encore plus la sensation de froid. Bien que préoccupés, les guides sont restés calmes pour ne pas alarmer le touriste blessé. Ils savaient cependant que ce changement climatique pourrait rapidement devenir dangereux. Le sauvetage, tant par terre que par air, a été temporairement empêché en raison de fortes rafales de vent, rendant impossible la montée jusqu'à la montagne jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Une tempête de neige inattendue commençait déjà à causer des problèmes et, en quelques minutes, atteignit également la montagne, apportant avec elle une force implacable. Ce n'est qu'après de longues 16 heures, lorsque le vent s'est finalement calmé, qu'un hélicoptère de sauvetage a pu monter jusqu'au lieu où les 3 attendaient. Alors que l'hélicoptère survolait la zone, l'équipe de sauvetage fouillait à la recherche de signes des disparus. Le paysage était désolant, sans aucun signe de vie visible. 2 secouristes, déterminés, débarquèrent et commencèrent à chercher sur le terrain accidenté. Ils appelaient, espérant une réponse, mais tout ce qu'ils trouvaient était le silence de la nature. Après 30 minutes de recherche incessante, alors qu'ils étaient sur le point de retourner à l'hélicoptère pour étendre la zone de recherche, l'un d'eux remarqua un gant sur le sol. En le tirant prudemment, un bras fut révélé, et la triste découverte indiquait que l'aide était arrivée trop tard. Pendant que cette recherche se déroulait, ailleurs, la vie de la famille Foster prenait un tournant douloureux. Leur fils, Andrew, n'avait que 6 ans à l'époque et était sous la garde d'une nounou, comme c'était habituel lorsque ses parents travaillaient. La police eut la difficile tâche de communiquer la tragédie à la grand-mère d'Andrew, Margaret Foster. À 68 ans, Margaret était une femme vigoureuse et extrêmement dévouée à sa famille. Elle gardait un contact constant avec sa fille et son petit-fils, se rendant chez eux dès qu'elle le pouvait, partageant son temps entre s'occuper de son mari William, qui était en fauteuil roulant, et travailler dans un hôtel en tant que réceptionniste. Ce jour fatidique, alors qu'elle était au travail,
Margaret reçut la visite inattendue du chef de la police locale. Lorsqu'elle fut informée de la mort de son fils et de sa belle-fille, la nouvelle fut un coup dévastateur. Consumée par la douleur, Margaret s'effondra en larmes, pleurant profondément et inconsolablement devant les clients et les collègues. C'était une expression de tristesse et de désespoir qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant dans sa vie. Margaret, une femme qui avait déjà affronté des adversités dans la vie, comme l'accident tragique qui avait laissé son mari invalide, faisait maintenant face à la douleur incomparable de perdre une fille. Le jour des funérailles, elle observait attentivement son petit-fils Andrew. Le garçon restait silencieux, sans verser une larme ni prononcer un mot, laissant Margaret inquiète du tourbillon de sentiments qu'il pourrait affronter intérieurement. Quelle serait la profondeur de sa douleur? Jusqu'à quel point comprenait-il l'ampleur de cette perte? Avec tout l'amour d'une grand-mère, elle étreignit Andrew, offrant du réconfort et la promesse de soins éternels. « Mon amour, je suis là pour toi. Mamie s'occupera toujours de toi, » dit-elle, tentant de transmettre un peu de consolation. Cependant, la réalité de leur situation était difficile. La maison de Margaret était modeste et petite, manquant d'espace pour une chambre juste pour Andrew. De plus, la situation financière de Margaret était limitée, bien différente de celle précédemment offerte par les parents du garçon. Avec regret, elle dut faire des ajustements, y compris retirer Andrew de son cours de violon et le changer d'école. Ces changements, bien que nécessaires, pesaient sur le cœur de Margaret, qui savait combien il était difficile pour le garçon de subir tant de changements dans un moment déjà si délicat. Malgré les limites financières, avec son salaire de réceptionniste d'hôtel couvrant à peine les dépenses de base et les médicaments de son mari, Margaret s'efforçait inlassablement. Elle fit tout son possible pour qu'Andrew se sente accueilli et à l'aise, lui montrant de l'amour et du soutien inconditionnel, et tentant de créer un environnement stable et aimant pour lui au milieu de tant de changements. Chaque jour, avant même le lever du soleil, Margaret se levait pour préparer le petit déjeuner de son petit-fils. Dans un effort pour lui apporter un peu de joie, elle avait même trouvé quelques jouets presque neufs pour lui dans un bazar près de chez elle. Le grand-père d'Andrew, malgré son amour et sa volonté, était limité par sa condition physique et ne pouvait pas jouer de manière énergique comme Andrew le faisait habituellement avec son père, courant et s'amusant dans la maison. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'Andrew avait déménagé chez ses grands-parents, et une préoccupation croissante occupait les pensées de Margaret. Le premier anniversaire d'Andrew approchait, et quelque chose de perturbant était évident. Le garçon n'avait pas encore prononcé un seul mot depuis l'événement tragique. Lors d'une conversation avec sa collègue de travail, Claire, Margaret partagea son anxiété. Claire, essayant d'être réconfortante, suggéra que peut-être le silence était la manière du garçon de faire face au traumatisme, un comportement qui pourrait être considéré comme normal pour un enfant de 6 ans. « C'est peut-être juste sa façon de tout traiter, le pauvre, » dit Claire. Cependant, ces mots ne faisaient que renforcer l'inquiétude de Margaret, qui se demandait souvent si elle faisait tout de travers, se sentant comme si d'une certaine manière, c'était de sa faute. La situation devint encore plus réelle lorsque la maîtresse d'Andrew à la nouvelle école passa un appel urgent à la maison de Margaret. Elle voulait parler avec la mère du garçon à propos d'une question importante. Margaret, se sentant mal à l'aise d'expliquer où se trouvait la mère d'Andrew, dit simplement qu'elle pourrait s'occuper de l'affaire. « Alors, allons droit au but. Je suis ici pour demander, comment se comporte Andrew à la maison? Il communique bien avec vous? Il participe activement au jeu ?» demanda l'enseignante. Margaret, le cœur serré, révéla que le garçon n'avait pas encore commencé à parler. La réaction de l'enseignante fut de préoccupation. « Je suis désolée, madame, mais c'est atypique. Un enfant de son âge parle normalement de manière très claire. Il est important que vous l'ameniez chez un médecin le plus tôt possible, pour évaluer et commencer un traitement approprié. » Margaret, anxieuse, prit rendez-vous pour une consultation médicale la même semaine. Le pédiatre, gentil et attentionné, gagna la confiance de la grand-mère lors de la consultation et des examens. Avec Andrew attendant dans la réception, le médecin partagea ses observations avec Margaret. « Je suis désolée de vous informer, Madame Margaret, mais les symptômes de votre petit-fils sont le résultat d'un stress post-traumatique. Il est physiquement en bonne santé, mais l'impact émotionnel de ce qui est arrivé à votre fille et à votre gendre est profond et ne doit pas être sous-estimé. » Le médecin a également exprimé la possibilité qu'Andrew puisse faire face à des défis tout au long de sa vie si le traitement n'était pas adéquat et attentionné. Margaret ressentit un mélange de soulagement d'avoir un diagnostic et de peur pour l'avenir d'Andrew. Elle était déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider son petit-fils à retrouver la capacité de parler,
et la joie de socialiser comme avant. Le médecin conseilla que, pour l'instant, le mieux était d'offrir beaucoup d'attention et d'affection à lui, en lui parlant fréquemment et en l'encourageant toujours, même s'il n'y avait pas de réponse. Avec le temps, cela pourrait aider le garçon à se sentir suffisamment en sécurité pour commencer à parler à nouveau. De plus, il recommanda qu'Andrew soit régulièrement suivi par un psychologue. Margaret se trouva rapidement face à 2 énormes obstacles, le manque de temps et de ressources financières. Prendre soin entièrement d'Andrew nécessiterait qu'elle s'absente du travail, et les consultations psychologiques nécessaires représentaient une dépense supplémentaire qui pourrait compromettre la stabilité financière déjà fragile des grands-parents. Un après-midi, elle partagea ses préoccupations avec son mari, William, exprimant son incertitude quant à la façon de gérer la situation. William, malgré ses limitations physiques, était déterminé à aider. « Je peux chercher un emploi, chérie, même si personne ne veut embaucher un vieil homme en fauteuil roulant. Nous ferons ce qui est nécessaire. Nous avons déjà surmonté tant de difficultés, Margaret. Nous ne laisserons pas cela nous vaincre, » dit-il, serrant fermement sa main. Inspirée par la détermination de William, Margaret se sentit plus optimiste. Cependant, la réalité s'est avérée plus difficile que prévu. Les grands-parents s'efforçaient d'équilibrer le temps entre parler avec Andrew, lui donner de l'espace et de l'encouragement. Ils se consacraient à faire en sorte que le petit se sente non seulement à l'aise, mais aussi aimé et en sécurité. Malgré la fatigue de parler seul, ils remarquaient de petits progrès chez Andrew. Son désir de s'exprimer était visible. Margaret et William étaient prêts à faire tout sacrifice pour leur petit-fils. Les sourires d'Andrew, auparavant timides, commençaient à apparaître plus fréquemment, en particulier lorsque Margaret cuisinait et partageait des histoires de sa jeunesse. Avec un focus total sur Andrew, Margaret ne réalisait même pas qu'un autre revirement se profilait dans sa vie. Un jeudi après-midi, Margaret fut convoquée au bureau de la propriétaire de l'hôtel. Sans tarder, la nouvelle jeune directrice lui annonça qu'elle était licenciée de ses fonctions. Margaret était stupéfaite, incapable de réagir. Elle reconnaissait que son engagement au travail avait récemment diminué, devant partir plus tôt les jours de faible activité et commencer plus tard lorsque la demande le permettait. Elle pensait que tout le monde à l'hôtel comprenait la situation délicate qu'elle vivait à la maison, s'occupant de la santé mentale d'Andrew. « C'est une entreprise, Margaret. Sans productivité, elle ne survit pas. C'est ainsi que ça fonctionne, » déclara la directrice. Margaret ne pouvait pas y croire. Perdre son emploi à ce moment-là était un coup terrible. La directrice justifia la décision en affirmant que Margaret n'était plus aussi concentrée sur son travail et ne produisait plus comme avant. Elle, qui avait consacré 11 ans à l'hôtel depuis son ouverture, exigea une justification plus convaincante, sachant que sa présence n'affectait pas directement les résultats financiers de l'établissement. « Vous avez vraiment besoin que je le dise. Vous êtes une momie ici. Vous avez vu l'entreprise grandir, mais vous n'êtes plus aussi efficace. Vous êtes dépassé, et il semble que votre esprit soit toujours ailleurs. Une connaissance à moi de l'université prendra votre poste lundi. Rassemblez vos affaires et partez, » révéla la directrice impitoyable. Désespérée, Margaret laissa de côté sa fierté et implora de garder son emploi, expliquant entre les larmes que sans ces salaires, elle ne pourrait pas subvenir aux besoins de son mari et de son petit-fils. La réponse de la directrice fut encore plus cruelle. « Ce garçon n'est même pas votre fils. Pourquoi ne le confiez-vous pas à l'adoption ? Laissez le destin s'occuper de lui, » suggéra la jeune femme sans empathie. Face aux mots cruels de la directrice, Margaret se leva dignement et quitta le bureau aussi vite que possible. L'idée de passer 1 minute de plus en présence de cette personne horrible était insupportable. Les soucis inondèrent son esprit. Comment allait-elle payer le traitement psychologique d'Andrew et les médicaments de son mari ? Comment allait-elle annoncer à William son licenciement ? Le cœur lourd, elle puisa des forces intérieures pour rentrer chez elle. Pendant le trajet, les pensées de Margaret tournaient autour de trouver une solution. Dès son arrivée à la maison, elle repartit, déterminée. Margaret frappa de porte en porte dans sa rue, puis dans tout le quartier, à la recherche d'une opportunité de travail. Elle distribua son numéro de téléphone et parla de ses compétences et expériences, se proposant de travailler comme femme de ménage, femme de chambre, cuisinière et même soignante. Sa détermination était alimentée par le besoin urgent de subvenir aux besoins de sa famille. Pendant que Margaret cherchait du travail, William, profondément attaché à son petit-fils et engagé à maintenir les progrès déjà réalisés, faisait également des efforts. Il contacta des connaissances dans l'espoir de trouver une forme de travail, malgré ses limitations physiques. Cependant, la marée de défis n'était pas encore terminée pour la famille Foster. Margaret n'a pas trouvé d'emploi fixe
mais a commencé à faire des travaux occasionnels comme laver et repasser des vêtements pour certains voisins. Un jour particulièrement chargé, alors qu'elle était submergée de travail, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, Margaret fut confrontée à des agents du service de protection de l'enfance. L'un des officiers apportait une plainte et une ordonnance judiciaire pour emmener Andrew, un coup que Margaret n'avait jamais imaginé affronter. « Bonjour madame. Nous avons reçu une plainte d'une école indiquant que vous n'avez pas les conditions nécessaires pour prendre soin correctement d'un enfant. Selon nos enquêtes, le garçon n'interagit avec personne et ne communique pas, étant la cible d'intimidation scolaire de la part de ses camarades. De plus, compte tenu de votre âge avancé, de votre chômage et du fait que vous preniez soin d'un vieillard en fauteuil roulant, nous croyons que la situation pourrait s'aggraver au point que l'enfant manque de nourriture ou de vêtements appropriés. Nous allons continuer à enquêter, mais, comme mesure préventive, nous devons emmener l'enfant dans un abri. Vous aurez l'opportunité de contester cette décision au tribunal, mais pour l'instant, le garçon restera sous notre garde, expliqua l'agent. Margaret ressentit un frisson parcourir son corps et resta immobile un instant. Elle tenta de se placer entre l'officier et Andrew, mais un second agent l'en empêcha. Le manque de réaction d'Andrew semblait confirmer l'allégation de négligence. Ainsi, l'agent emmena le garçon. Le regard suppliant d'Andrew vers sa grand-mère parlait de lui-même. Il ne voulait pas partir. La tristesse de Margaret était immense. Quand William se réveilla de sa sieste et apprit ce qui s'était passé, il fut choqué et pleura aux côtés de sa femme. Ils étaient sans mots pour exprimer le réconfort nécessaire à ce moment. La seule action possible était de chercher un défenseur public et de lutter inlassablement pour avoir Andrew de retour. Dans les jours qui ont suivi le départ d'Andrew, la vie de Margaret est devenue sombre et terne, comme si un voile gris avait recouvert son existence. Tout semblait s'être effondré soudainement. Déterminée, elle se regardait dans le miroir et se disait « Je ne vais pas permettre qu'ils emmènent mon petit-fils. Peut-être que je n'ai pas tout fait parfaitement, mais j'étais sur la bonne voie. Andrew a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui, et je vais le montrer à tous ceux qui doivent entendre, » disait Margaret, essayant de rassembler force et courage pour l'audience qui aurait lieu dans 1 heure. Au tribunal, devant le juge, Margaret raconta son parcours, détaillant depuis l'accident fatal qui avait enlevé la vie de sa fille dans les montagnes, jusqu'à son récent licenciement, et l'arrivée inattendue des officiers du service de protection de l'enfance à sa porte. Elle exposa chaque détail, chaque défi et chaque moment de lutte. Après avoir écouté attentivement, le juge décida d'appeler Andrew à parler, voulant entendre la perspective du garçon avant de prendre une décision. « Bonjour petit, tout va bien pour toi? Tu te sens bien chez ta grand-mère et ton grand-père » Au tribunal, ce qui suivit fut un silence profond. Andrew regarda le juge avec une expression sérieuse. Le juge se pencha en avant, réfléchissant à la manière de procéder, puis tenta une autre approche. « Tu aimes ta grand-mère, la dame assise là-bas » Andrew baissa la tête, restant silencieux. Enfin, le juge tenta une dernière approche. « Si tu as quelque chose de gentil à dire sur ta grand-mère, s'il te plaît, parle maintenant. Sinon, tu peux rester silencieux. » Andrew resta muet, et ce silence fut interprété par le juge comme un signe pour prendre sa décision. Par conséquent, le tribunal décida que Margaret n'avait pas les conditions nécessaires pour s'occuper d'Andrew et que le garçon devrait rester dans un abri. Désespérée, Margaret s'écria « Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui, s'il vous plaît. » Mais ses appels furent vains. Le défenseur public qui l'accompagnait resta silencieux, se limitant à organiser l'audience. Pendant ce temps, Margaret était conduite hors de la salle par 3 officiers, pour éviter que la situation ne s'aggrave encore plus. À un moment où l'espoir semblait perdu et les cœurs dans la salle étaient en morceaux, une voix douce et tendre résonna de façon surprenante du fond de la salle, capturant l'attention de tous. « Ne prenez pas ma mamie !» Ces mots ont résonné dans la salle du tribunal, arrêtant tout le monde instantanément dans un état de surprise collective. Le silence a été brisé par la déclaration ferme d'Andrew, qui jusqu'à ce moment n'avait pas prononcé un seul mot. « Je veux rester avec ma mamie. Je t'aime, mamie !» Andrew a parlé à nouveau. Le juge, visiblement surpris, s'est étranglé et a toussé. Margaret, luttant contre les larmes, a réussi à se libérer des gardes et s'est rapidement précipitée vers Andrew. Elle l'a enveloppé dans une étreinte serrée, promettant de ne jamais le lâcher. Margaret, profitant de ce moment critique, a directement fait appel au juge. Bien qu'il ait déjà pris une décision, la situation extraordinaire et l'appel émotionnel l'ont amené à reconsidérer, évitant ainsi une erreur qui aurait pu apporter encore plus de souffrance à la famille. Le juge a alors restitué la garde d'Andrew à Margaret.
Il s'est également intéressé à la situation de licenciement de Margaret et, dans un dialogue presque informel, l'a encouragée à poursuivre à la fois l'hôtel et son ancienne patronne pour violation du droit du travail et discrimination. Margaret a écouté la recommandation du juge et a procédé à la plainte. 4 mois se sont écoulés et la vieille dame a gagné son procès contre son ancienne patronne. Avec l'indemnisation appropriée en main, elle a pu agrandir sa maison pour construire une chambre juste pour son petit-fils et, dans le cadre de l'accord du procès, elle a maintenant obtenu la retraite qu'elle méritait, ayant tout le temps nécessaire pour son petit-fils et la certitude que ses traumatismes resteraient dans le passé. Pour Margaret, la vie que Andrew aurait devant lui serait remplie de moments de joie et d'amour, aux côtés de son grand-père William. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.